Temps de retrouver Adrien Gindre et son invité, Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Bonjour Sabrina Agresti-Roubache. Bonjour Adrien Gindre. On va d'abord évoquer ce drame, la mort de Chemseddine à Viry-Châtillon et l'enquête. Cette nuit, 4 jeunes hommes ont été mis en examen pour assassinat, dont 2 frères qui disent avoir voulu défendre la réputation de leur sœur. On est condamné à assister impuissant à des drames comme celui-ci? Évidemment que non, mais si vous le permettez, déjà un premier mot pour la famille de Chemseddine qui a 15 ans, qui a perdu la vie dans des conditions atroces. Évidemment qu'on n'est pas condamné. Cet acte appelle à la plus grande fermeté. C'est intolérable, la plus grande sévérité, la prise de conscience. Là maintenant, on doit comprendre que maintenant une histoire d'amour, honneur, mais enfin, parler d'un crime d'honneur, on parle du Moyen-Âge. Les 2 frères eux-mêmes ont dit qu'ils ne voulaient pas que leur sœur rentre en contact avec des garçons et qu'elle ait avec eux des discussions sur des sujets liés à la sexualité. On est là sur des raisons quoi? Comment vous les qualifieriez? Religieuses, culturelles? Religieuses, culturelles, on peut les qualifier de ce qu'on veut. Ce que je vois surtout, c'est qu'il y a un jeune de 15 ans qui est mort pour des raisons... Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'explication. Mais sans qu'on puisse dire comment l'éviter. En réalité, il y a une part de fatalité. Non, il n'y a pas de fatalité. Les seuls combats qu'on perd, c'est ceux qu'on ne mène pas. Il n'y a pas de fatalité. Moi, ce mot fatalité, je ne l'entends pas. Alors comment? Alors comment? Plus grande sévérité pénale. C'est-à-dire que je sais que la justice fera son travail, la plus grande sévérité à leur endroit, puisqu'ils ont avoué les faits. Je suivais hier comme vous, je lis comme vous dans la presse. La plus grande sévérité. La deuxième chose, revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à l'éducation, à expliquer on a le droit, on n'a pas le droit, c'est bien, c'est pas bien, le mal, le bien. Je pense qu'on a trop renoncé, trop souvent, trop longtemps, à mettre des vrais mots sur le mal de cette jeunesse. Je ne peux pas accepter qu'on me dise cette jeunesse est perdue. La jeunesse n'est pas perdue. Alors, par contre, la jeunesse a besoin, et c'est pour ça que je travaille sur la prévention de la délinquance, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux, à la base. L'éducation, la sévérité, le bien, le mal, on a le droit, on n'a pas le droit. Dans les sujets, Sabrina Agresti-Roubache, dont vous vous occupez actuellement, avec le ministre de l'Intérieur, il y a bien évidemment la lutte contre le trafic de drogue. Gérald Darmanin a annoncé encore hier plus de 7000 interpellations depuis le début des opérations baptisé Place Nette. Vous voulez notamment vous arrêter sur le cas des parents et tout particulièrement ce que vous appelez les mères nourrices. C'est-à-dire, ça concerne qui et pour faire quoi? Alors, ça concerne qui? Le trafic de drogue, donc c'est le haut du spectre, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Moi, la prévention de la délinquance, c'est le bas du spectre. C'est le volet social de la lutte contre le trafic de drogue. C'est quoi une mère nourrice? C'est une femme ou un homme, enfin, on les appelle plutôt les mères nourrices, qui cachent de la drogue pour les trafiquants de drogue, mais dans la très grande majorité des cas, et c'est la police qui le dit, la justice qui le dit, elles sont forcées. C'est plutôt des femmes isolées, 30% de femmes isolées dans les quartiers prioritaires. Donc vous dites que ce sont des victimes plutôt que des coupables? C'est plutôt des victimes que des coupables. Les enquêtes le disent, mais elles ne parlent pas. Moi, ce que je veux, c'est que, elles puissent parler. Pour pouvoir parler, il ne faut pas avoir peur. Donc il faut les protéger. Je suis pour un volet statut comme sur le modèle du repenti. J'en ai parlé avec le garde des Sceaux, évidemment, de permettre à ces femmes d'être protégées en premier, elles et leurs enfants. Je répète, 30% de familles monoparentales en quartier prioritaire, elles et leurs enfants, on les protège. Donc vous nous dites qu'il y aura un statut particulier pour que ces femmes qui cachent de la drogue puissent donner des informations. Ces femmes qui cachent de la drogue, pour que la justice puisse remonter les enquêtes. Comment vous remontez des enquêtes si vous n'avez pas des gens qui parlent, si vous n'allez pas chercher l'information là où elle est? L'information, elle est chez elle. Et je pense qu'il faut s'émanciper du volet, justement, moral, parce que trop longtemps, on a fait ça, on a expliqué, non, du moment que quelqu'un a participé à un délit ou à un crime en bande organisée, on ne veut pas entendre sa parole et il ne peut servir à rien. Non, il va servir à la justice. Donc vous contestez l'idée que ce soit des mères défaillantes, des parents défaillants, comme on le dit parfois? Je dis pas ça. J'ai été la première à dire on est responsable de ce qu'on fabrique. Mais c'est compliqué quand vous avez pas de revenus, très peu de revenus, avec des conditions sociales très difficiles, des enfants seuls à charge, dans un quartier compliqué. J'estime qu'il y a des circonstances qui, justement, doivent nous emmener, doivent nous questionner. Que pouvons-nous faire? Qu'est-ce qu'on fait? On accepte. On accepte que, encore une fois, les trafiquants de drogue... statut particulier. Absolument, un statut particulier, mais c'est quoi la finalité? Protéger les mères et leurs enfants, et la deuxième chose, pouvoir aller chercher l'information là où elle est pour pouvoir mener les enquêtes. Sabrina Agresti-Roubache, vous avez vu également, alors sans lien direct avec ce que vous venez de nous dire, mais une élue de la République pour le coup, la maire d'Avallon dans l'Yonne, chez qui 70 kilos de cannabis ont été retrouvés. Alors on ne sait pas si elle participait au trafic, elle a été placée en garde à vue. Ça remet en cause pour autant son statut d'élu de la République? C'est une justiciable comme les autres. C'est une justiciable. Et en tant que ministre, vous lui maintenez une forme de confiance? Je maintiens une forme de confiance à la justice. À la justice, plus qu'à l'élu.
Non, à la justice qui va faire son enquête. On ne peut pas condamner quelqu'un. Enfin, il y a quand même quelque chose qui s'appelle la présomption d'innocence. Et vous me connaissez suffisamment bien ici pour y être extrêmement attaché. C'est une justiciable comme les autres et la justice fait son travail. Au-delà du trafic de drogue, on le voit très régulièrement dans nos reportages également. Dans les quartiers, parfois, c'est la vie qui est un enfer pour plein de raisons. Absolument. Parfois, c'est faute d'ascenseurs, tout particulièrement dans les logements sociaux. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui combien d'immeubles ça concerne, combien d'habitants et comment est-ce qu'on règle ce problème? Alors, plusieurs chiffres. 37% dans les quartiers prioritaires d'immeubles desservis par des ascenseurs. 37%, écoutez bien, 37%. 37% qui sont équipés d'ascenseurs. Qui sont équipés d'ascenseurs. Première chose. Combien de personnes dans les quartiers prioritaires? Plus de 5 millions. Combien de familles monoparentales? Je vous l'ai dit, 30%. Donc, moi, j'ai décidé, je l'ai lancé à Calisté, à Marseille, il y a quelques semaines. Je lance le grand plan ascenseur avec ma collègue Fadila Ketabi. Donc, qui est en charge des personnes handicapées, des notamment. personnes handicapées et des personnes âgées. Tenez, un autre chiffre sur les personnes âgées. 20% de personnes en quartier prioritaire qui ont plus de 65 ans. Mais donc vous voulez faire quoi? Obliger à la construction d'ascenseurs ou à la réparation d'ascenseurs là où il n'y en a pas? Une grande consultation. Je veux un diagnostic auprès des bailleurs sociaux pour qu'on nous dise combien d'ascenseurs, combien ça coûte, et avec ça, pouvoir permettre aux familles, justement, les mamans seules avec des enfants qui montent des courses... Mais vous pouvez contraindre les bailleurs sociaux à avoir des ascenseurs fonctionnels dans leurs immeubles? Écoutez, si on doit les contraindre, on les contraindra. Mais comment? C'est un devoir. La loi, le règlement, comment? La loi, les règlements. Et les bailleurs sociaux sont des alliés. Moi, les bailleurs sociaux ne sont pas mes ennemis. Ce sont des alliés avec qui nous devons travailler. Pourquoi aujourd'hui il manque d'ascenseurs ou d'ascenseurs en état de fonctionnement? Parce qu'encore une fois, je pense que on a laissé des situations qui datent de 30, 40 ans. Je veux dire, c'est pas à vous que j'apprends ça. C'est 30, 40 ans de plus tôt, on a laissé passer. Il n'y avait pas d'ascenseur, on remplace pas une pièce. Et puis c'est 1 an, et puis c'est 2 ans, et puis c'est 6 mois. C'est plus acceptable. Donc maintenant, permettre aux gens de vivre dans des conditions décentes, moi en tout cas, ça fait partie de mes combats. Mais à quelle échéance ça peut se régler? Retrouver des conditions décentes, ça prendra combien de temps? La consultation part là maintenant. Je pense qu'à la fin de l'année, on a déjà et le diagnostic, et les solutions, et les moyens. Vous savez, là, on ne parle pas de choses qui vont coûter des milliards. On parle juste de réparer. Un ascenseur, c'est quand même assuré. Je ne sais pas, puisqu'on attend le diagnostic. Bon. Mais ça coûtera ce que ça coûtera. En tout cas, les habitants des quartiers méritent d'avoir des conditions décentes de vie et qu'une personne âgée, une personne PMR, qu'une maman seule puisse accéder à son étage quand il est haut de manière confortable et normale. C'est votre engagement. On pourra suivre tout ça. Merci Sabrina Agresti-Roubache d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.